Bonjour, bienvenue dans l'atelier librairie, le livre voyageur, animé par Fabienne Roch et Bruno Lalonde. J'ai simplement mis 1 heure à ouvrir l'ordinateur. Cet ordinateur qui a quoi donc? Qui a 40 mois de vie, eh bien, s'approche de sa fin, sa fin est imminente. Alors, chacune des vidéos, je me dis, bon, ben, c'est peut-être la dernière avant de disparaître à nouveau. Dans les limbes, aller rejoindre ces auteurs-là de la collection Nelson. Eh bien, aujourd'hui, j'ai continué cette ténébreuse balade parmi les auteurs oubliés, dont je suis à même de constater que la majorité d'entre eux, eh bien, méritent l'oubli dans lequel ils sont. Mais de rencontrer un Nobel de littérature qui mérite l'oubli, eh ben voilà, ça c'est un oubli, une oubli de taille. Aujourd'hui, je vous parle de Gradia de Leda, une femme qui a remporté le Nobel de littérature en 1926. Et je suis allé lire un peu, je suis allé lire un peu sur les sites de lecteurs, ceux qui ont lu la nouvelle traduction, parue quelque part dans les années 90. Eh bien, les commentaires sont féroces, ils sont sans appel. Deleda mérite les likes, mérite l'oubli, c'est illisible, c'est insupportable, semble-t-il. Et je me suis livré à cet exercice-là habituel de picorer dedans. J'ai cherché en vain le passage où le, entre guillemets, le héros succombe sexuellement. Et en fait, je ne l'ai pas trouvé. Par contre, ce que j'y ai vu, c'est un prêtre, le Morigène, qui l'invite à se racheter, à racheter ses fautes en devenant séminariste, en devenant prêtre. Toujours le péché de la chair, rédimé par la vie religieuse. On n'en sort jamais. Les névroses sexuelles vont généralement se nicher dans le religieux. C'est assez pathétique. Rarement rencontré des gens qui avaient une foi adulte dans ma vie. Ça donne le goût d'être athée quand on voit tout ça. Alors, Gradia de Leda est née en 1871. Elle est décédée en 1936. Donc, elle a reçu le Nobel en 1926. Et ce qu'on nous dit, c'est qu'elle a reçu le Nobel sans sourire. C'est ce que nous dit la fiche Wikipédia. Fidèle à son habitude. Alors, mais ce qui est intéressant, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'elle n'a pas terminé son école primaire. Un ami, un ami de la famille a suppléé à son éducation en lui donnant des cours privés. On dit d'elle que c'est une autodidacte. Mais qu'est-ce qu'un autodidacte, au juste? Hein? Eh bien, un autodidacte, c'est quelqu'un qui va chercher, par ses propres moyens, une formation à peu près équivalente à celle qu'il aurait reçue s'il avait suivi le cursus ordinaire. Par contre, quelqu'un qui lit, qui réfléchit, qui étudie, qui écrit même, sans se préoccuper d'avoir une formation similaire à celle qu'il aurait eue s'il avait suivi le cursus, eh bien, ça devrait porter un autre nom qu'autodidacte. Euh, à mon avis. Alors, si c'est pour recréer à l'identique par soi-même ce qu'on aurait reçu en suivant les voies ordinaires, au fond, ça m'apparaît de peu d'intérêt. Pourquoi lisons-nous? Ce serait ça, au fond, la vraie question. Que cherchons-nous dans les livres? Que cherchons-nous dans la lecture? Et pour moi, longtemps, je ne me suis plus à me qualifier d'autodidacte jusqu'au moment où j'ai compris que j'en étais pas un. Parce que je suis mon bon vouloir. Euh, de ne pas avoir de formation, j'en ai cure. De ne pas avoir ou d'avoir une méthode à moi que j'ai fabriquée moi-même, ça me convient. Et en plus, là, vous allez peut-être tomber en bas de votre chaise, je n'ai aucun complexe. Parce que les livres, c'est de la nourriture pour moi. Alors, la pomme est là, je la prends, je l'accueille, je croque dedans.
et sans souci d'établir de système, sans souci d'avoir quelque cohérence que ce soit. Parce que j'ai noté aussi que chez beaucoup d'universitaires, sont enfermés dans une sorte de logique dont ils n'arrivent pas à se déprendre. Le surmoi universitaire agit comme un carcan, agit comme une prison, un corset, et il faut toujours prouver qu'à quelque part, on a raison. On est toujours dans l'argumentatif. Moi, j'ai rien à prouver. Je lis pour vivre, alors je n'ai rien à prouver à personne. Alors, qu'est-ce qui, pour en revenir à Gradia Deleda, dont on me dit que je ne devrais pas le lire, et ce que j'ai fait, j'en ai parcouru quelques pages. Est-ce que 5-10 minutes sont suffisants pour juger un livre? Hélas, oui. C'est comme un mauvais repas. Hein? Vous allez au restaurant, vous commandez un repas, vous prenez 2 bouchées, un arrière-goût, vous jugez que l'atmosphère du restaurant est un peu douteuse, le service est soit obséquieux, soit trop lent. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors imaginez les cuisines. Vous vous doutez bien, il y a peu de personnes dans le restaurant. Ça, c'est mauvais signe. Est-ce qu'on est obligé de finir un repas qui nous laisse un arrière-goût dans la bouche? Est-ce que quelques bouchées sont suffisantes pour se faire une idée? Oui. Il en va ainsi avec les livres. Quelques pages suffisent. On n'est pas obligé de tout avaler pour en arriver à se rouler par terre, souffrant d'une indigestion. Alors, je ne lirai pas Elias Portoulou. Alors, c'est quoi l'histoire d'Elias Portoulou? C'est un jeune homme de 23 ans qui sort de prison et qui tombe amoureux de la fiancée de son frère. Ils finissent tous les deux par succomber au plaisir de la chair. Hein? Et là suit une improbable rédemption par le religieux. Est-ce qu'il finit, le personnage principal, par payer sa faute d'avoir aimé, en quelque sorte? Je ne le sais pas, et franchement, je m'en fous complètement. Bon. Mais, alors, ce qu'on nous dit d'elle, alors, c'est les romans, tous ces romans se passent en Sardaigne. Hein? Elle a subi l'influence de 2 auteurs, Giovanni Verga, ce qu'on a appelé le vérisme, et Gabriele D'Annunzio, ce qu'on a appelé le décadentisme. On lui doit une 40aine d'ouvrages, dont 2 pièces de théâtre, et elle a traduit Eugénie Grandet de Balzac. Mais ce qui a attiré mon attention, hein, c'est qu'elle est nobelisée, la 2e femme à être nobelisée. Alors, je suis allé chercher la liste des Nobel féminins. Alors, la première, c'est Selma Ottilia Lagerlöf, 1929. Gradia Deleda, en 1926. Sigrid Undset, en 28. Pearl Buck, en 38. Gabriella Mistral, en 45. Nelly Sachs, en 66. Nadine Gordimer, en 91. Toni Morrison, en 93. Ola, c'est une Polonaise, dont je n'arrive pas à prononcer le nom correctement, sans doute. Wisłana, ça va. Szymborska. Et là, je suis allé vérifier sur YouTube si on trouvait quelque chose sur elle, enfin, pour au moins être capable de prononcer correctement son nom. Je ne sais pas si j'ai fait une recherche trop rapide ou trop paresseuse, mais j'ai rien trouvé, j'ai trouvé aucune vidéo d'elle en français qui parle d'elle. Elle n'a rien gagné le Nobel en 1996. Semble-t-il, aucun intellectuel, aucun critique littéraire a jugé bon, en tout cas, de parler d'elle en français sur YouTube. Wilfried Jelinek en 2004, Doris Lessing en 2007, Herta Müller en 2009, Alice Munro en 2013 et Svetlana Alexievich en 2015. Alors, 13 femmes qui ont remporté le Nobel de littérature. Bon, je vais conclure là-dessus. en vous lisant un passage.
Pour la première fois de sa vie peut-être, Élias, qui n'avait jamais vu d'aussi près ni regardé avec autant d'attention un cadavre, comprenait toute l'inexorable grandeur de la mort. Il se rappelait Pietro, vivant, riant, parlant, et un souffle avait suffi pour jeter là, rigide, pour lui clore à tout jamais les lèvres. Il pensait, demain à pareille heure, cette dépouille même aura disparu du monde. Et il ne pouvait se résigner à croire que tout finit de cette façon, que lui-même, ses parents, Mathia, Maddalena, le bébé, dussent à leur tour disparaître, et ses pensées lui donnaient une douleur inexprimable. Ensuite, il retombait à genoux près du lit mortuaire, et sa douleur se changeait en consolation. Oui, tout a une fin, se disait-il, et nous cesserons aussi de souffrir. Pourquoi s'agiter vainement? Tout a une fin. L'âme seule reste. Sauvons notre âme. Et il se sentait plus fort que jamais contre la tentation et contre le mal. Puis il recommençait à se souvenir de son frère vivant, à se souvenir de leur enfance, de leur adolescence, à se souvenir de la mortelle injure qu'il lui avait faite, et il se désolait de nouveau. Et les sanglots lui étranglaient la gorge. Maintenant qu'il est mort, se demandait-il, est-ce qu'il connaît l'injure que je lui ai faite? Est-ce qu'il me pardonnera? Et ces questions le ramenaient à d'autres souvenirs. Il revoyait Maddalena dans cette même chambre où reposait maintenant le mort, et une douceur inattendue s'emparait insidieusement de lui, à la pensée désormais. Il pourrait aimer cette femme sans crime. Mais aussitôt il chassait loin de lui la tentation, s'épouvantait, s'irritait, se redressait d'un bond, et se penchant pour la 20e fois sur le visage du cadavre, il recommençait à se plonger dans la contemplation de la mort. Ainsi passa la nuit. À l'aube, il dormit un peu. Il eut un rêve où, comme toujours, il lui sembla qu'il était encore pâtre, et dans ce rêve, il vit son frère vivant, qui arrivait à la tanka. Pietro arrivait à cheval, le visage livide et les yeux clos, comme le cadavre. « Qu'est-ce que tu as ?» lui demanda Élias, frappé de terreur à cette vue. « L'enfant est mort, et je viens te l'annoncer, » répondait Pietro. « Retourne au pays, car c'est toi qui dois l'ensevelir. » Élias fut pris d'un tel effroi et d'une telle angoisse qu'il fit un effort pour se réveiller. Mais après son réveil, il continua de sentir la même angoisse que dans son rêve. Le jour naissait. Il entendait pleurer l'enfant et soudain il pensa avec amertume. Doit-il donc mourir lui aussi? Ce rêve est-il un avertissement? Les malheurs ne vont jamais seuls et je crois aux rêves. Il lui semblait que dorénavant toutes sortes d'infortunes étaient possibles, prochaines, inévitables. Et en proie à une affliction insensée, il alla voir l'enfant qui pleurait toujours. Maddalena, vêtue de deuil, avec sa jeunesse et sa fraîcheur, elle était toute gracieuse dans sa robe noire, tâchait d'apaiser le petit en lui parlant à voix basse. Nombre de parents étaient déjà venus. La maison était sans lumière. Élias s'avança silencieusement dans la demi-obscurité de la chambre et s'arrêta devant Maddalena. « Qu'est-ce que tu as ?» demanda-t-il au petit en se courbant un peu. Puis, il dit à Maddalena, « Pourquoi pleure-t-il » Le petit le regarda de ses grands yeux noyés de larmes et se tut quelques instants avec sa petite bouche ouverte qui tremblait. Et ensuite, il se remit à pleurer. Maddalena leva les yeux vers Élias et sa bouche aussi eut un tremblement involontaire. « Tais-toi, mon bello, tais-toi, dit-elle d'une voix altérée en berçant l'enfant dans ses bras. Sois sage, ton oncle Élias ne veut pas que tu pleures. » Mais tout à coup, elle pencha son visage sur les épaules du petit et se mit à pleurer inconsolablement. « Oh, Maddalena, qu'est-ce que cela veut dire? » murmura Élias, éperdu. Et il s'éloigna, comme poussé par une main invisible. Cette scène le bouleversait jusqu'au fond de l'être, car il comprenait bien que Maddalena ne pleurait pas seulement pour la mort de son mari, et les regards de cette femme, toujours tendre et ardent, lui transperçaient le cœur. Ouais, quelle daube, hein? Aïe, 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 aïe.
Voyez? Eh bien, voilà. La traversée des Laines se poursuit en compagnie de Gradia Deleda, un autre auteur que je ne regrette pas d'avoir lu, contrairement à certains autres. Hein. Je confiais ceci hier à Fabienne, je lui disais, je regrettais de ne pas avoir lu Vassili Grossman, Vie et Destin. Je regrettais de ne pas avoir lu Anton Tchekhov. Eh oui, quelle humilité, que cet aveu. Pourquoi je ne l'ai jamais lu, Tchekhov? Je sais pas, peut-être parce que j'ai vu 2 pièces dans ma vie, lui. J'ai vu 2 pièces, ouais, 2 pièces de théâtre. Étonnamment, un rendez-vous manqué pour l'instant. Je sais que je fais une erreur. J'ai pas lu non plus Bulgakov. J'ai pas lu Bulgakov, ouais. Et quoi d'autre? C'est assez pour aujourd'hui, l'humilité. Alors, je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien, vous connaissez la suite. Abonnez-vous aux vidéos de Fabienne Rock. Et vous pouvez également, si le cœur vous en dit, vous abonner aux miennes pour que nous puissions ensemble poursuivre cette morne et lugubre traversée parmi les auteurs flottant dans les limbes. Mais si vous avez envie d'entendre un bruit de chaise comme celui-ci, fait par Fabienne, qui est en train de travailler en ce moment et qui craint de me déranger, n'aie crainte, mon amour, tu ne me déranges jamais. Eh bien, vous pouvez nous rendre visite, nous voir à l'œuvre. Ben, enfin, me voir à l'œuvre, parce que Fabienne, quand elle travaille dans la discrétion, tandis que moi, je suis derrière mon tiroir caisse à faire sérieusement mon métier de libraire. Je vous réserve le côté le plus burlesque de ma personne. Je vous remercie d'être avec moi, portez-vous bien, et à demain, si ma machine tient le coup.